Alors, est-ce que le micro fonctionne? Oui, le micro fonctionne. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je vois que malgré la digestion et la chaleur, le fait que ce soit le vendredi, le sujet intéresse quand même des gens. Ou alors vous venez pour la convo d'après, au choix. La clim, ouais, ça c'est un très bon choix stratégique. Je valide. D'ailleurs, je suis content d'avoir la grande salle du coup. Moi, je m'appelle Pierre et la personne, et je viens d'un pays, d'une région bizarre où on a beaucoup de pinards, de canards et on dit des chocolatines, du côté de Toulouse. Ah, ouais, mais initialement, je suis normand, donc je suis encore plus au nord que Marie qui était déjà au nord, quoi. Donc c'est pas 10 degrés de moins qu'on a ici, c'est 20, quoi, en Normandie. Euh, je suis ingénieur logiciel chez Orange, dans essentiellement le dev iOS, et aussi je suis référent open source et admin GitHub et GitLab, en soit dit en passant. Et mon rôle de référent open source, c'est notamment d'accompagner les projets quand ils veulent publier du code en open source, quand ils veulent distribuer des composants, ou quand ils veulent faire des patchs, ou quand ils ont fait des grosses gaffes et que c'est la panique à bord. Mais ça arrive jamais, évidemment. Gros warning. Ouais, j'ai mis ça parce que je kiffe Zelda en fait. Et je trouve que ça se prêtait bien à la situation. C'est pas un cours sur l'open source parce que c'est une semaine qu'il faudra. Ça peut ressembler à un cours, mais c'est pas un cours. C'est pas un cours sur le libre, vous allez voir la différence pourquoi. C'est pas un manuel pour sauver vos fesses. J'insiste là-dessus. Si c'est la cata au boulot, ne venez pas me voir pour vous dépanner parce que je suis pas juriste. Voilà, si je peux vous donner des billes, quelques infos pour que vous compreniez les différents enjeux. Par contre, si c'est la cata, si vous avez des problèmes au boulot sur telle ou telle licence ou autre, les meilleurs pour vous répondre, ça reste les juristes et les avocats spécialisés. Voilà. Mais c'est pas pour autant que ce que je veux dire c'est nul et inintéressant, hein. Voilà. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser à la fin ou après, il n'y a pas de souci. On va prendre un cas d'usage. On va prendre Ada, qui est une dev, qui est une copine sympa, mais elle a un gros problème. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des potes célibataires depuis longtemps? Est-ce que vous aussi, vous en avez marre de les voir célibataires parce qu'ils sont malheureux? Ouais, voilà. Elle s'est dit, bah tiens, elle va faire un sorte de site, en gros, casemespotes.fr, voilà, un service pour recommander ses potes célibataires. Bon, c'est un projet, somme toute, c'est normal, voilà, avec des libs open source par-ci par-là, des backends, des frontaux. Truc rigolo, en plus, je me suis aperçu qu'à Toulouse, en mars, ils ont vraiment lancé un service qui s'appelle à peu près comme ça, pour le même besoin. On est vraiment désespérés, quoi. C'est hallucinant. Bref, on va faire un projet comme le même type de projet qu'on peut avoir chez le client ou au boulot, un projet avec des libs, des distributions sur les stores, tout ça. Mais elle se pose une question. Elle se dit, ouais, c'est quoi les meilleures licences open source à utiliser et celles qu'on doit éviter, sachant que il y en a apparemment qui sont vraiment problématiques. Cette question-là, on me l'a posée une bonne dizaine de fois, de la part de chefs de projet, de chefs d'équipe, qui me disent, oui, Pierre-Yves, c'est quoi les licences open source qu'on doit éviter? Hein? Il n'y a pas de notion à éviter. Mais s'il y en a qui sont virales, faut pas les prendre. Bon, ok. Donc ça, c'est une vraie question, en fait. Et donc je vais vous montrer que c'est pas... Enfin, la question elle peut être honnête et légitime, mais que, bon, la réponse à trouver va être assez difficile. Bon, on va dire, Ada se pose cette question-là, elle va regarder du côté des licences open source. Licences open source sur Google, bam, et elle tombe sur eux. L'Open Source Initiative. Ouais, là, c'est un peu le côté magistral et chiant. C'est pas tout le temps comme ça. Euh, eux, ils sont apparus en 98. Ils ont dit, c'est simple. L'open source, c'est 10 critères à respecter. Voilà, point. Pas un de plus, pas un de moins. Un projet qui respecte ces 10 critères-là ou une licence qui respecte ces 10 critères-là, on dit que c'est open source. Bon, alors je vais pas tous les cataloguer vu qu'ils sont pas intéressants aujourd'hui, mais notamment, on fait pas de discrimination vers les personnes. Donc je peux pas dire que mon projet, genre ma lib de test, je veux pas qu'elle soit utilisée par, j'en sais rien moi, des mecs qui ont voté Trump. Voilà, ça non. C'est louable, mais non. Voilà, pas de restriction sur les usages du logiciel. Par exemple, si je veux faire un soft, une lib, je peux pas dire, je ne veux pas qu'elle soit utilisée dans une machine à voter qui pourrait étrangement voter Trump et les mettre dans la merde en 2022. Non, ça on peut pas. C'est louable aussi, mais on fait pas. Bon, derrière, en fait, il y a surtout la notion de copyright. Bon, c'est un mot qui fait peur. Alors souvent, j'ai déjà eu des collègues qui me disent, voilà, j'ai vu un code, un cas copyright. Je dis, mais alors? Ah, mais du coup, c'est grave. Bah non, mais si, c'est marqué copyright. Ok. Le copyright, c'est juste le droit d'auteur. Voilà.
Heureusement, j'espère qu'il n'y a pas de collègue juriste, personne juriste dans la salle, parce qu'elle risque de faire une syncope. Mais bon, grosso modo, les copyrights sont là effectivement pour un peu protéger l'intérêt de l'auteur d'usage qu'il n'aurait pas autorisé, mais faut pas spécialement s'en inquiéter plus que ça. Donc là, Ada, elle en a déjà marre, elle me dit, ouais, j'ai pas envie de réfléchir, de me prendre la tête, donne-moi une licence. C'est une vraie question qu'on m'a posée, c'est une vraie demande que j'ai eue. Elle me dit, ouais, donne-moi le truc par défaut. J'ai dit, bon, d'accord. Bah, on va dire, bah, truc par défaut, on va prendre la licence MIT. Par exemple, celle-là, bah, c'est une des plus vieilles, et bah, elle est à peu près toute mignonne, toute gentille, vous la lisez en 3 secondes, elle étant toute petite, compatible avec beaucoup de trucs, elle impose rien. En grosso modo, c'est, vous faites ce que vous voulez avec, mais si jamais le projet a mis le feu à la boutique, vous venez pas nous trouver, c'est pas notre problème. Bon, en soi, tout le monde fait ça. En plus de ça, paradoxalement, bah, paradoxalement, oui, non, c'est utilisé dans un paquet de trucs, par exemple React ou Rails ou Angular, c'est sous licence MIT, quoi. Voilà. C'est très développeur friendly parce qu'en gros, on se dit, hey, on fait de l'open source et on prend le truc le moins chiant à lire, le plus facile à comprendre et qui passe partout. Bon. Et là, Ada, elle se dit, ouais, mais bon, ok, c'est sympa, mais il n'y a pas avoir moyen de faire des trucs un peu plus fins, un peu plus précis. Et là, bah, on va regarder. Elle se dit, waouh, j'ai trouvé, il y a une licence BSD. Mais laquelle? Il y en a 4. Bon, ces versions-là sont arrivées aussi dans les années 80. Dans les années 80. Bon, grosso modo, c'est comme MIT, pour certaines en moins flou, pour certaines en aussi flou, ou pire. Voilà. Bon, il y a quelques petites choses. Par exemple, la BSD2, il faut juste garder les copyrights dans les sources. Voilà, ce que ne demande même pas de faire le MIT, même si c'est quand même sympa pour les mecs qui ont fait les projets de les garder. La BSD3, en gros, c'est ne pas faire de pub avec le nom des contributeurs. Donc je ne peux pas faire, par exemple, si je fais un fork de Dart pour dire hey, en fait, grâce à un tel qui ont codé Dart, je peux faire ça. Bah non, en fait. Quoique ça pourrait peut-être le faire plaisir, mais non. Voilà. Et même, il fut un temps, la BSD4, donc la première des versions de BSD, en gros, on était à l'inverse obligé de citer les produits qu'on faisait quand on faisait de la pub. Ça, par contre, ça n'a pas passé. Les gens se sont dit, mais c'est quoi ce truc de marketeur encore, quoi? Et là, Ada, elle se dit, ouais, ok, d'accord, je vois le truc, mais ah ouais, mais j'ai des brevets. Ça se passe comment avec les brevets? Bon, ça, je le mets juste parce que je me dis, si quelqu'un un jour va peut-être lire ça, voilà, et comprendre que c'est pas la panique à bord, open source et brevets. Par contre, il faut faire super gaffe parce que c'est compliqué à comprendre, sauf pour les juristes, forcément. Si jamais vous voulez mettre un code en open source et que vous avez des brevets, faites super gaffe, lisez bien le texte en open source que vous ne voulez pas lire en vous disant non, ben c'est bon, j'ai pris le truc sur GitHub, ça va, ça passe. Faites gaffe parce que potentiellement vous allez pouvoir épuiser les droits d'exploitation de vos brevets ou en fait ruiner potentiellement un business si vous aviez breveté du code que vous avez publié. Bon. Après, concernant les licences qui sont quand même qui évoquent le sujet des brevets, parce que la MIT l'évoque pas, la BSD l'évoque pas, la Apache l'évoque, mais par contre le texte commence à être un peu mastac. Bon, cette licence-là, elle est quand même assez intéressante, parce qu'elle va aborder ce sujet des brevets, donc on est obligé de les mentionner par contre. Ça protège le nom du logiciel et des contributeurs. Ça reste en fait la licence open source la plus répandue d'après GitHub en 2022. Le code d'AOSP sous Apache 2, Hadoop sous Apache 2, il y a plein de trucs sous Apache 2. Bon. Et là, Ada, elle se dit ok super, elle commence à faire ses frontaux et tout, puis là, elle prend des libs et puis elle voit des licences, genre Mozilla Public License. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Est-ce que dans la salle, il y a des devs qui utilisent Roboelectric, JUnit, Mockito, tous ces trucs de javaïste? Ah, il y en a beaucoup qui s'assument pas en fait. Si je me trompe pas, et je crois que je vais encore me planter, à un moment, JUnit, au moment JUnit 4 devait être sous la licence MPL par exemple. Voilà. Et là, elle se dit, mais c'est quoi ces machins-là? Ben en fait, autant côté open source, c'était encore tranquille. Là, on va commencer à aller sur des trucs où il va falloir un petit peu plus réfléchir. Les libres. Parce que derrière les licences libres, on a cette organisation-là, la Free Software Foundation, qui dit que, bon, bah, grosso modo, qui date d'avant l'Open Source Initiative, fondée par quelqu'un de très humain, chaleureux, politiquement correct, qui est Richard Stallman, un vrai nounours, pour dire, bon voilà, le libre, c'est 4 libertés, pas une de plus, pas une de moins. Voilà, une licence est libre, un projet est libre, si ça respecte ça. Ce qui nous intéresse ici, c'est tout ce qui est droit d'utiliser le logiciel sans restriction de lieu, de personne, et le droit de modifier le logiciel et de le distribuer. Ça ressemble quand même vachement à l'open source, mais un petit côté, si je prends le code, je le bidouille, je le modifie, et si vous n'êtes pas content, bah, c'est libre, je m'en fiche.
Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est qu'il y a la notion de copyleft, où là, grosso modo, c'est une licence à copyleft, c'est un jeu de mots bien pourri par rapport au copyright. Voilà. Ne traduisez pas ça en gauche d'auteur, s'il vous plaît, je l'ai déjà eu. Non, on dit non, pas gauche d'auteur, droit d'auteur, copyleft, merci. Et en gros, ça va se concentrer plus sur l'aspect vraiment communautaire. Le développeur va être reconnu, mais c'est plutôt fait pour protéger les usages futurs, la communauté, sur un truc plus large. On a par exemple le copyleft faible. Celui-là, c'est peut-être la famille de licences la plus sympa en dehors de l'open source. Voilà, je commence à bien faire le distinguo entre les deux. On les trouve surtout en fait dans les libs. Et grosso modo, si j'utilise un composant qui a une licence à copyleft faible, par exemple la MPL, cette licence-là ne se propage pas en fait. Ça reste vraiment sur le composant. Mais par contre, il va falloir commencer à dire, si tu utilises mon truc, tu indiques où tu as mis les sources. Voilà. Si tu as fait une modif, tu publies les modifications avec la même licence. On commence vraiment à imposer un peu plus des usages et des conditions sur le projet. On a par exemple des trucs encore plus durs comme la LGPL. Celle-là va reprendre un peu la MPL, mais il y a d'autres notions, parce que ce serait pas drôle sinon, selon comment est linké le module à votre projet, s'il y a un truc statique ou un truc dynamique. Enfin, c'est un sac de nœuds juridique. Alors déjà, expliquer l'édition de liens à des juristes en C++ avec du code objet, c'est un enfer. Le faites pas. Voilà. Mais tout ça pour dire que celles-là, même si c'est des licences libres, elles sont quand même pas trop pénibles, mais il faut faire attention. Parce que, comme j'ai montré tout à l'heure, d'ailleurs, on a la Free Software Foundation qui a des antennes dans certains pays. Alors, l'antenne en France a arrêté il y a quelques mois, mais qui peuvent accompagner des petits développeurs ou s'emparer eux-mêmes du sujet pour dire mais au fait, t'as pas mis en ligne les sources du composant que tu as utilisé, du coup, t'as pas respecté la licence, du coup, je te mets en procès et ça va faire mal. Voilà, ceux qui se font avoir le plus souvent, c'est ceux qui utilisent du FFmpeg. Souvent, ils disent ouais, bon, c'est un codec, je le mets dans une voiture connectée ou ce que je veux, il n'y a pas de souci. Bim, la FSF passe et ah, oups, oui, on va mettre en ligne, pas de procès s'il vous plaît, merci. Faut le savoir. Et là, Ada, elle se dit ouais, ok, d'accord, donc il y a l'open source, il y a le libre, il y a des trucs cool, il y a des trucs moins cool. Ah, il y a de la GPL. Ah, mais il n'y a pas de L avant. Mais ça veut dire quoi ça? Là, quand on voit ça, quand je fais au boulot, quand je fais par exemple des audits de code et quand j'envoie les rapports aux juristes, il y a un red flag qui se lève parce qu'on va être sur des licences à copyleft fort. C'est un truc bourrin. Il n'y a pas d'autre mot. C'est si vous avez un composant sous une licence à copyleft fort, ça va se propager potentiellement à tout le projet. Ce qui veut dire que le projet va devoir être en intégralité mis en open source, ce qui peut vous ruiner en fait potentiellement votre business. Après, il y a quand même des garde-fous. Ça dépend si le composant est vraiment intégré dans le projet ou pas, s'il est derrière un conteneur Docker ou pas. Alors, dites-vous que la jurisprudence est vraiment bien documentée et qu'il y a des juristes et des experts qui ont dit si le composant est dans un conteneur Docker, ça ne se propage pas. Et ben, pour les machines virtuelles, il me semble qu'ils ne sont toujours pas d'accord. Voilà. Quand je vous dis qu'il faut passer par des juristes, n'allez pas sur Google ou Stack Overflow, vous n'allez jamais vous en sortir. Ce qu'on dit souvent avec les copyleft fort, c'est give me everything. C'est en gros, tu utilises mon composant, tu modifies, tu publies, tu reverses tout à la communauté. Il y a vraiment la notion de tu reverses. La plus connue, c'est la GPL 3. Alors la GPL, qui a plusieurs versions, dont la version 3. Et là où ça commence à se compliquer, c'est la distinction version 2, version 3. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'Open Source Initiative et de la FSF. Côté FSF, c'est fondé par Stallman. Bon, on voit le personnage qui est un peu un bulldozer sur pattes. Côté OSI, on a aussi Linus Torvald, qui n'est pas spécialement un modèle de mec super sympa et vivable. Les deux se sont chamaillés sur certaines conditions de la licence. Stallman a dit, de toute façon, il faut mettre des clauses anti-DRM, anti-signature numérique, anti-brevet. Et Torvald a dit, non, mais ça va ruiner des business. Comment on va faire côté hardware pour plein de trucs? Et là, rien que ça, les deux se mettent sur le museau, au point que, si vous regardez le code source de Git ou de Linux, Torvald a mis un préambule pour dire que la seule licence valable, c'est la GPL 2, et pas la GPL 3 ou la 2.1, c'est la GPL 2 et point barre. Voilà. Donc en gros, le mot est dit. Ce qu'a fait en fait, ce qui a déclenché un petit peu qui a mis le feu aux poudres entre les deux, c'est sur une affaire qui commence à dater. C'était une entreprise qui s'appelait Tivo qui avait dû
sur des magnétoscopes, je crois, utiliser un composant open source et faire en gros utiliser des DRM pour signer la version du composant open source utilisé. Comme quoi, si le hardware avait été trafiqué, bon bah, le hardware n'était plus utilisable. Voilà. Sauf que, côté FSF, ils ont dit non, mais c'est n'importe quoi, parce que du coup, quelqu'un ne peut plus prendre le composant, mettre une nouvelle version s'il le veut. Et ça a mis le feu aux poudres. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a par exemple certains projets, comme la Linux, les noyaux Linux sont sous GPL2, mais on a aussi des softs comme Ansible, qui est sous GPL3, puis il n'y a aucun problème. Voilà. Bon, on a même encore plus bourrin, la AGPL3. C'est comme la GPL3, mais ça se propage via le réseau. Alors j'ai pas regardé la jurisprudence, parce que je suis pas assez insomniaque pour ça, mais il y a quand même des outils qui sont sous la GPL3, bon, comme Peertube, le Grafana ou Nextcloud, par exemple. Donc ça, c'est un petit peu l'ambiance que de temps en temps règne entre les deux. Ils arrivent à se mettre d'accord sur certains sujets, mais souvent c'est un peu compliqué, parce que forcément, il y en a un qui va défendre l'open source, l'autre qui va trouver que l'open source c'est sympa, mais le libre c'est quand même vachement mieux, le premier qui va dire que c'est un truc de barbu. Enfin, c'est vraiment rigolo de voir les batailles de fions entre Torvalds et Stallman. C'est rigolo. Donc là, Ada, elle se dit, ok, d'accord, donc là, je commence à transpirer un peu. Mais du coup, est-ce que du côté business App Store, est-ce qu'il y a des trucs à savoir par hasard? Parce que j'ai découvert que pour les brevets, bah, faut faire gaffe. Sur les stores, il n'y a pas de problème. Eh bah si, parce que ce serait pas drôle sinon. Enfin, ça dépend. Admettons, vous voulez publier un projet en open source sous licence GPL. Théoriquement, vous ne pouvez pas distribuer votre appli sur l'iTunes et sur l'App Store, parce qu'ils ne sont pas adaptés à ces licences-là. Toujours pour les histoires de synchro-sync, certificats et signatures numériques d'Apple, un vrai enfer. Côté Google Play, bon, de toute façon, le jour où eux, ils se feront un peu de serrage de vis, voilà, on peut faire ce qu'on veut. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que, admettons que vous avez pris une licence qui vous plaît, et que ça vous ruine votre business, vous pouvez utiliser des licences multiples. Par exemple, Rust a une double licence, Apache MIT, donc je comprends toujours pas l'intérêt en fait du truc. Qt a... Alors, eux, ils ont changé plusieurs fois de licence dans leur vie, ils en ont 3 ou 4 en même temps, plus une licence commerciale, mais c'est possible. Et là, donc là, Ada est... Ok, d'accord, donc il y a le libre, l'open source, des licences, faut faire gaffe, les stores, les machins, les bidules. Et là, il y a un de ses potes qui a dit « Hey, t'as entendu parler des licences éthiques ?» Quand j'ai vu ça, j'étais heureux. Eh oui, parce que bah, on est en 2022, et il y a un truc qui vient d'apparaître, c'est le dernier morceau de Matriforce, c'est eux. L'organisation for Ethical Source. C'est une organisation qui a 2 ans, en fait, qui date de 2020, qui a été fondée par Corinne Daimke, qui a fait le Contributor Covenant, si ça vous parle. Guide de bonne conduite, qui met noir sur blanc comme quoi, faut pas se comporter comme un bourrin avec les gens, voilà. L'OS a dit, bon ben voilà, on va faire une nouvelle définition, parce que l'open source est libre, c'est sympa, mais on va faire encore mieux. Des licences ou des projets sont considérés comme éthiques si ça respecte 7 principes. Bon. En gros, voilà, c'est le travail public, être juste et bienveillant, le taf accessible à tous, et il faut que ça profite au bien commun. Bon, alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, bah, bien commun, ça va, c'est l'open source, c'est du libre, on fait ce qu'on veut. Oui, mais non. Parce que, en 2019, pour vous donner une idée du personnage, Corinne Daimke a balancé comme ça qu'en gros, l'OSI et la FSF, c'est bien sympa, mais maintenant, ils sont plus capables d'arbitrer ce qui est libre open source, mais eux le sont. Quand on voit les poids lourds en face, ils ont un peu réagi comme ça. Voilà, mais qu'est-ce qu'elle nous veut? Et pour une fois, les deux, rapidement, se sont mis d'accord, sans même se concerter, pour dire que c'était n'importe quoi. Et là, je pense que on peut vraiment les féliciter pour cet effort collectif involontaire. Parce qu'en fait, dans les licences éthiques qui commencent à apparaître, c'est encore difficile malheureusement de trouver des chiffres pour voir qui les utilise. Et on a d'autres choses qui commencent à se pointer. Par exemple, en 2010, on a eu des licences autour du nucléaire. On a eu, non, Fukushima, non, c'est pas encore en 2010 d'ailleurs. Mais par exemple, des personnes ont dit, bah voilà, le problème avec le nucléaire, que ce soit sur le civil ou le militaire, l'armement ou pas, il y a des problématiques. Et donc, on va faire une licence pour dire, bah voilà, on ne veut pas que notre projet soit utilisé dans un contexte nucléaire. Bon, ok. Après, ça reste sur la BSD3, c'est quand même tranquille.
Et il y a d'autres personnes qui se sont dit, ah ouais, alors au lieu que de faire du nucléaire, on va faire des trucs, mais pas pour le militaire. Voilà. Et c'est des clauses qui restent valables en fait, en plus, hein. Donc là, on se dit, ouais, mais alors attendez, parce que si je prends des composants open source qu'on a partout, je pense que ce qu'on peut utiliser dans nos téléphones ou sur j'en sais rien, moi, sur un système de guidage du missile ou quoi que ce soit, on va retrouver potentiellement les mêmes composants partout, quoi. Il n'y a qu'à voir quand on avait des problèmes comme des failles de sécurité comme Shellshock ou Heartbleed, où tout tenait sur une pauvre librairie maintenue par un pauvre gars, où tout s'était écroulé, bah là, si ça se trouve, on va retrouver les mêmes composants partout. Et en 2017, il y a des personnes qui se sont dit, ouais, alors le militaire, ok, le nucléaire, ok, on va faire un truc encore plus balèze. On ne veut pas d'un truc qui fasse du mal aux humains. C'est pas mentionné animaux. Nos animaux, je pense qu'encore ça va. C'est pas licence vegan. Mais ça vient en 2017. Je sais même plus comment elle est arrivée celle-là. Bon, mais il y avait quand même des cas de conscience, comme quoi, bon, alors effectivement, les répressions policières, la destruction de l'environnement, ouais, c'est compliqué. Certains développeurs commençaient à mal dormir avec tout ça, sachant que ces licences-là étaient surtout apparues du côté des États-Unis avant de se répandre. Et ben avec tous les problèmes atmosphériques, il y en a qui se sont dit, ouais, on va faire encore plus balèze que ça. Là, les Atmosphere Licenses. Ce projet-là, en fait, ils ont carrément un site web pour dire, ok, on va faire une licence éthique pour l'environnement, contre le réchauffement climatique, et on a carrément une liste de choix pour dire, ok, tu veux quoi? Est-ce que tu veux dire que tu es contre les gaz à effet de serre, ou est-ce que tu veux mettre une clause pour dire que c'est pas à utiliser dans l'exploitation minière? Il y a vraiment une liste de trucs pour dire, ok, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux pas ça. C'est génial. Et donc, les personnes se sont dit, bah, en faisant ça, on veut en fait que notre boulot soit intégré dans des boîtes, mais pas dans celles qui investissent dans les énergies fossiles ou dans celles qui ne s'engagent pas manifestement à réduire tout ce qui est empreinte carbone. En soi, c'est louable, parce que si on regarde les rapports assez flippants du GIEC, on se dit, bon, bah, effectivement, c'est peut-être temps de faire quelque chose. De là, est-ce que c'est vraiment la solution miracle? Non. Est-ce que c'est une solution qui peut être utile? Ça, chacun jugera. Et il y a même des trucs qui sont passés en Chine. Alors celle-là, quand j'ai fait des recherches, j'ai eu du mal à y croire. C'est en 2019, du côté de la Chine, des ouvriers se sont dit, il y a un problème, on bosse trop comme des forçats, on a une industrie voilà, beaucoup trop brutale, et il y a un mouvement social qui a essayé d'émerger, qui est l'anti-996 ICU. Donc en gros, 996 c'est pour 9h du matin à 9h du soir, le 6 pour 6 jours par semaine, et ICU c'est Intensive Care Unit. En fait, c'est un mouvement de personnes qui se sont dit on travaille comme des forçats 6 jours par semaine, à la fin on va finir tous aux soins intensifs parce qu'on va être rincé, totalement cassé. Et des développeurs se sont dit ok, eh ben on va faire une licence éthique où les boîtes qui utilisent ça s'engagent à pas faire bosser comme des forçats leurs salariés. Donc on peut se dire ok bon bah c'est mignon. Et ben en fait l'effet qui se coule de ça, c'est qu'il y a des entreprises qui se sont dit ouais ok bah nous on utilise votre truc, vous nous mettez sur votre liste blanche. Et d'autres boîtes qui n'ont pas utilisé leurs composants mais qui étaient connues pour mal bosser, enfin faire trop travailler leurs salariés. Et en voyant ça, le gouvernement de Pékin a dit mais c'est parfait, il n'y a qu'à regarder les listes et faire des contrôles. Parce que derrière, les entreprises qui utilisaient ces licences-là apparaissaient dans une sorte de liste, une liste blanche. Et quand le gouvernement passait, bah, dit bah non, regardez, vous pouvez faire un audit, tout est clean. En fait, ça a rassuré, ça a racheté une sorte de conscience aux entreprises qui disaient ouais, ok, non, t'inquiète pas, c'est clean. Parce que apparemment, les conditions de travail, ça commence à être un vrai problème pour le gouvernement de Pékin. Donc là, ça commence un peu à partir dans tous les sens niveau licence éthique. Mais c'est même pas les pires. Enfin, les pires. Les plus médiatisés. Parce qu'en 2021, il y a eu la version 3 de cette licence-là qui est apparue en 2019, si je ne me trompe pas, où en fait des développeurs se sont aperçus que qui est-ce qui utilise beaucoup la tech, les smartphones, les drones, les caméras, les ordis, beaucoup de gens, dont les services de répression de l'immigration, dont des boîtes privées. Si vous regardez aux États-Unis, il y a eu un mouvement No Tech for ICE, donc ICE, qui est en fait une boîte qui était privée, dont le job était de faire de je pense que le bon terme, c'est du contrôle de flux migratoires. Bon, à coup de chien, de tonfa, de matraque et de fusil. Et il y a beaucoup de développeurs qui se sont dit ouais mais notre taf en fait il est utilisé pour ces boîtes-là. Voilà. Et quand on sait que c'était sous l'ère Trump, les murs à la frontière du Mexique, les répressions violentes de flux migratoires, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit ouais mais là c'est comme notre boulot qui est manifestement utilisé indirectement
pour ces personnes-là. Et donc, elles ont fait en fait une licence qui est un peu comme le serment d'Hippocrate pour les médecins et les personnels soignants. C'est en gros une licence qui dit voilà, on ne veut pas menacer au nu au bien-être d'individus ou de groupes défavorisés. En soi, c'est louable. Et c'est avec cette licence-là que l'OES a réussi, commence à émerger, à faire ramener du monde, et elle revendique plus de 200 000 projets qui ont adopté cette licence. C'est le seul chiffre, par contre, que j'ai trouvé. Parce qu'après, tous les chiffres se répètent, mais je trouve que ça manque encore de matière, quoi. C'est un peu police vs CGT, quoi. Qui a dit le bon chiffre? Bon, je sais pas. Donc là, on peut se dire, ok, d'accord, ok, donc il y a même un serment d'Hippocrate. Bon, on peut aller encore plus loin, et ça, c'est un des seuls exemples d'application de licence où les mecs y sont allés à fond. C'est la Peer Production License pour la société CopCycle. En fait, eux, ils sont basés sur les Creative Commons. Donc là, c'est la BY SA NC, donc avec attribution share alike et pas d'usage commercial. Et leur but, c'est de dire, bon voilà, si on fait un truc, on va encadrer tout usage commercial de ce qu'on a fait. Et en fait, si vous regardez les textes de cette licence-là, ça dit que vous pouvez l'utiliser si votre boîte, elle appartient à ses salariés. Typiquement, si vous êtes une multinationale avec plein d'actionnaires, non. Par contre, si vous êtes une SCOP, oui. Et cette entreprise, CopCycle, en fait, elle propose un service de livraison de repas à vélo. Ils ont fait toute une plateforme et leur code est open source sous cette licence. Donc quelqu'un peut s'en approprier, mais ce sera jamais quelqu'un comme Uber ou Deliveroo ou ce qu'on veut, quoi. Et en ça, je le trouve intéressant, vu que les gens se disent, on va vraiment y aller dans le bien commun pour les gens. Ce qui n'est pas forcément exprimé avec le libre et l'open source. Ouais, bon, pour le fun, je suis tombé sur ça aussi, et même une licence anticapitaliste. Voilà. J'ai même cru voir, mais je me demande si c'était pas du troll, des licences ACAB. Voilà. Mais bon, je sais même pas si elle est légale, celle-là. Bref, donc là, soit vous avez un anévrisme, soit vous êtes assommé, soit vous êtes vraiment passionné. Comme le constat, on en est là en 2022. C'est la bagarre. Parce que l'OS, clairement, son ambition, c'est de renverser toute la table avec le libre et l'open source, d'aller voir les deux mastodontes pour leur dire, vous êtes sympas les boomers, maintenant vous rentrez à l'EHPAD, vous nous laissez la place. Il y a même eu des échanges assez musclés entre l'OSI et l'OES. Corinna Daimke ne se démonte absolument pas. Genre, c'est non, rien à faire. Et finalement, on se retrouve dans ce constat-là. Les licences éthiques, en fait, elles peuvent pas être considérées open source. C'est mort. Parce que quand on dit je veux pas que ce soit utilisé pour du nucléaire ou pour des militaires, en fait, on fait des restrictions sur les usages ou de la discrimination envers les personnes. Ben oui. Et côté libre, c'est exactement la même chose, en fait. On interdit certains usages, et c'est pour ça que la FSF avait dit, mais non, si on interdit des usages, c'est pas libre, c'est n'importe quoi. Et donc, voilà, on en est là. 2022, c'est qu'on doit faire des audits de projet, ça commence à être la merde, il n'y a pas d'autre mot. Parce qu'on se dit, mais alors, qu'est-ce qu'ils nous ont inventé comme licence? Voilà. Si vous voulez, pour un projet perso, un projet au boulot ou pas, posez-vous la question. Est-ce que vous voulez partir sur l'open source? Est-ce que vous voulez partir sur du libre ou de l'éthique? En open source, il n'y a pas de copyleft, ça reste sympa, entre guillemets. En libre, on a du copyleft faible ou fort, pas les mêmes engagements. Et en éthique, on appelle ça du copy far left, parce que ça va quand même beaucoup plus loin. Ce genre de truc, c'est juste pas concevable dans les années 80 quand il y avait la FSF, mais là maintenant, il y a des personnes qui disent faut vraiment qu'on se bouge un peu les fesses. Et donc à la question que disait Ada, ouais, mais alors c'est quoi les meilleures licences open source? Voilà, donc c'est les questions que j'ai toujours. Non, on dit pas licence open source. On a ce cas de conscience là. Voilà. Ça, c'est quand je discutais avec des apprentis ou avec des collègues jeunes. Le constat de ces 20 dernières années, ça fait flipper, parce qu'entre tout ce qui est traite de migrants, les problèmes avec les Rohingyas, les Ouïghours, les marées noires, les algues vertes, les boues rouges, on fait très coloré, les dômes de chaleur, les gouttes froides, les cyclones, on s'aperçoit que niveau environnement, c'est la cata. Niveau violence humaine, c'est la cata. Et même niveau scandale politico-financier d'espionnage, ça commence à être tendu. Et derrière ça, il y a des développeurs qui se disent il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Soit parce qu'on est directement impliqué dans le truc, soit parce qu'on n'a pas envie que ça serve pour ce genre d'usage.
La question que vous devez vous poser finalement, c'est pas quelle licence que vous devez choisir, c'est quel avenir vous voulez donner à votre logiciel et à ses usages. Est-ce que vous en fichez si utilisé pour de l'armement, parce que par exemple en France, l'industrie de l'armement elle rapporte beaucoup, ou est-ce que ça compte pour vous? Si vous le faites, est-ce que vous allez bien dormir avec ça ou pas? C'est vraiment une question que chacun devra se poser pour savoir qu'est-ce qu'il veut finalement protéger, parce que ça commence à être de plus en plus politique et philosophique. Voilà, donc je vous laisse du coup faire votre choix. Je pense pas qu'il y ait de bonne ou mauvaise réponse. Soit vous partez sur du floss, donc le bon terme qu'on devrait dire, free libre open source software, soit sur de l'ethical source. C'est vraiment un choix que vous devez faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. Eh bah, merci de m'avoir écouté. Vous pouvez réveiller votre voisin maintenant.